Retrouvez et achetez les livres des invités de TVL dans la boutique de votre chaîne sur tvl.fr. Bonjour à tous, nouvelle émission de Tête à Clash avec 3 sujets, 4 invités et un caricaturiste. Alors, les 3 sujets, c'est l'écoterrorisme, on va pouvoir débattre du sujet et surtout du fond. Deuxième, les élections au Brésil avec un Lula qui est élu ric-rac et un Bolsonaro qui a du mal à dire qu'il a perdu. Et un troisième sujet, c'est la Ve République à 60 ans. Alors, 60 ou 64 ans, on va revenir sur le sujet brièvement. Mais dans tous les cas, la Ve République a aux alentours de 60 ans et on va tenter d'en faire un bilan. Ça, c'était les 3 sujets. Les 4 invités sont Laurent Arthur Duplessis, Jean-Pierre Colombiès, Serge Federbusch, avec une très belle chemise blanche, et puis Richard de Sèze. Et le caricaturiste, vous le connaissez, il est notre invité depuis une bonne dizaine d'émissions. C'est Ignace, et à la fois caricature et dessin politique. On le retrouvera à la fin de l'émission. Allez, à tout de suite pour le premier sujet. Alors, premier sujet. Depuis quelques semaines se multiplient les actes de vandalisme, jet de purée sur des peintures, blocage d'autoroutes, et puis dernièrement des affrontements contre la méga-bassine de Sainte-Soline. Darmanin les a appelés de l'écoterrorisme. Est-ce qu'on a vraiment affaire à une nouvelle forme de terrorisme ? Est-ce que c'est exagéré ? Et puis, qu'est-ce que ça signifie de la part de tous les jeunes qui sont engagés contre les changements climatiques, entre autres ? Jean-Pierre Colombiès. Bonjour à tous d'abord, et bonjour aux débatteurs. Pour moi, c'est un terme qui est parfaitement inadapté pour plusieurs raisons. Vous parlez d'écoterrorisme. Oui. Si on s'en tient, à la définition pure, le terrorisme, c'est quoi ? C'est le prolongement à une action politique, le prolongement par la violence et par les attentats, soit aux biens, soit aux personnes. Donc c'est faux à un double niveau. D'abord parce qu'on n'y est pas encore. On y sera peut-être un jour à cette notion de terrorisme écologique ou d'écoterrorisme. Donc on n'y est pas du tout. Et je trouve ça même très indécent de la part, une fois de plus, du ministre de l'Intérieur, parce qu'il a fait une association malheureuse de mon point de vue. Il a associé la présence de fichiers S avec des activistes écologiques. Alors, indécent, pourquoi ? Parce que dans l'imaginaire de tous, sachant que des fichiers S peuvent toucher aussi des activistes politiques, malgré tout, dans l'imaginaire de l'opinion publique, très globalement, c'est rattaché aux attentats et aux terroristes islamistes, aux djihadistes. Donc de faire cette association au mois de novembre qui arrive, là, on y est en plein. On va bientôt fêter, je ne sais pas si on peut appeler ça fêter, on va symboliser, on va commémorer les attentats du mois de novembre passé. Bref, faire cette association entre un activisme politique violent et une forme de terrorisme qui a fait plus de 200 morts sur notre territoire national, et non, c'est totalement maladroit, et je précise, c'est indécent. Jean-Pierre, vous êtes un ancien policier. Oui. Qu'à Sainte-Soline, on balance sur les CRS des boules de pétanque, ça vous semble pas être du terrorisme, en fait, non. Une forme de terrorisme, non. En tout cas de la violence, pas du tout. Destinée à tuer quelqu'un ? Est-ce qu'en 68, on parlait de terrorisme étudiant ? Non, c'est tout simplement de l'activisme politique violent. Le terrorisme politique violent, c'est quoi ? C'est action directe, c'est fraction armée rouge. Activisme violent. Ouais. C'est écologie ultra-violente. Je rappelle quand même les termes même de Sandrine Rousseau. Vous me direz que Sandrine Rousseau, on dément le soir la déclaration qu'elle a faite le matin, ça devient une mode chez les écologistes. Mais enfin, elle a dit quoi, Sandrine Rousseau ? Il faut parfois l'écouter quand même. Elle dit qu'elle veut désormais une écologie de combat
et de résistance et de combat. C'est du combat, là, on est bien d'accord. Lorsque vous avez des activistes qui sont d'ailleurs, des écologistes, vous dites, j'étais à côté d'une élue écologiste il n'y a pas longtemps, dire oui, mais c'est pas des écologistes, c'est des activistes. Bon, enfin, sauf qu'ils ont l'air de bien s'entendre, puisqu'ils sont sur les mêmes lieux de manifestation, que tout va très bien. Donc ces gens-là sont des activistes politiques ultra violents, et qui n'hésiteront pas, qui n'ont jamais hésité à faire des actes comme ceux dont on a été témoin sur Sainte-Soline. Mais c'est pas du terrorisme. Mais est-ce qu'on doit, Richard de 16, est-ce qu'on doit les mettre sur le même plan, ceux qui balancent de la purée sur des tableaux protégés par des vitres, et qui disent « on le fait sciemment pour attirer l'attention », et ceux qui balancent des boules de pétanque sur les CRS? Non, parce que dans un cas, il y a évidemment une action violente dirigée contre les forces de l'ordre. Ce n'est absolument pas du terrorisme, et Darmanin, comme d'habitude, essaye de faire monter la sauce pour ensuite justifier une action ultra-violente et totalement illégitime contre une expression politique, certes désastreuse, mais voilà. Vous pensez qu'il n'y aurait pas dû y avoir d'intervention de la police? Si, bien sûr. Laisser se faire les choses? Parce qu'il y a 60 ou 50 CRS de blessés, oui. 30... Voilà, donc ça prouve aussi l'intelligence des doctrines de maintien de l'ordre en France. Et je voudrais quand même revenir sur un élément qui m'a absolument frappé dans la parole de Darmanin. C'est-à-dire, d'un côté, il explique que c'est de l'écoterrorisme, et donc il désigne à la vindicte et à la publique des militants écologistes, certes radicaux. Et de l'autre côté, il explique que ces militants ayant sectionné une canalisation privée, il attendra que le propriétaire de la canalisation privée porte plainte pour qu'on puisse enquêter. Donc là, on est aux deux bouts possibles de l'idiotie. C'est-à-dire, d'un côté, criminaliser à outrance ses opposants, et de l'autre côté, expliquer que la puissance publique ne peut rien si personne ne porte plainte. Pour revenir sur les militants qui balancent de la purée, du jus d'orange ou de la peinture sur Van Gogh ou Vermeer, évidemment, c'est absolument pas du terrorisme, et surtout, c'est totalement contre-productif, non pas dans les petits pays riches et vieux comme la France, mais dans tous les pays émergents, où les militants écologistes essaient de crédibiliser une proposition politique. Et quand la proposition politique, ça devient des filles aux cheveux violets en train de balancer de la purée sur un tableau, en Afrique ou dans les pays asiatiques, on leur dit « mais votre écologie, c'est de la merde ». Voilà. Pourtant, donc c'est totalement contre-productif. Il y a des éléments communs entre ceux qui manifestent violemment ou d'ailleurs pacifiquement à Sainte-Soline, et puis ceux qui balancent de la purée ou bloquent des autoroutes, c'est que c'est des vingtenaires, en gros. Oui, mais donc alors... des gens qui se disent très concernés par les changements à venir. C'est oui. Pas interpellant, ça? Non, alors, pardonnez-moi sur le... Vous faites un peu du Sandrine Rousseau, voilà. C'est-à-dire, on explique... Du Sardine Rousseau? On explique entre la personne qui siffle une fille dans la rue et celui qui en viole une, il y a un continuum. Je trouve que celui qui balance de la purée et celui qui balance une boule de pétanque, il n'y a pas vraiment un continuum, il y a vraiment deux modes d'action très différents. Ce sont des vingtenaires angoissés, ce sont surtout des gens qui ont considéré qu'il y avait une fin du politique et que aujourd'hui, la politique, ça se fait avec des actes violents. C'est d'ailleurs exactement le constat de l'ancien patron du PS qui a décidé qu'il laissait tomber la politique partisane parce que les gens de L214 avaient réussi à plus faire avancer la cause animale avec leur vidéo-choc qu'en interpellant les députés. Serge Federbusch et Laurent Arthur Dupuis. Serge Federbusch. D'abord, sur Darmanin, je pense qu'il joue au matamor et roule des mécaniques pour faire oublier tous ces échecs passés et récents. Ce qui s'est passé avec Lola, le drame affreux, où ils ont été à nouveau complètement nuls, ce qui s'est passé au moment du Stade de France, enfin, Darmanin, il accumule les casseroles, il accumule les bévues, les contre-performances, et là, il a l'occasion de jouer au dur, donc il se précipite là-dessus. C'est une pure action de com', et c'est ce qui explique son attitude. Deuxièmement, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de neuf. On dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est un thème écolo, d'une certaine manière, surtout quand le soleil brille de plus en plus. Et donc, il y a eu Plogoff, il y a eu le Larzac dans les années 70. Il y avait déjà Notre-Dame-des-Landes. Ça a émaillé en permanence le débat politique, ce genre d'action. Donc, c'est pas très neuf. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, c'est un thème qui commence, alors que, au moment du Larzac, c'était un des éléments du discours de gauche, anticapitaliste, etc. Aujourd'hui, ça devient un thème central, parce qu'ils n'ont rien à dire, en réalité, ces pauvres gens, sur, justement, l'évolution économique, parce qu'ils participent tous de la marche vers le précipice, vers la dette. Personne ne conteste le rôle de l'État aujourd'hui, par exemple, à gauche. Ils bouffent tous, ils croûtent tous à ce système dément, mais donc il faut qu'ils trouvent un autre thème, un thème de substitution pour leur activisme. Et l'écologie prend une place majeure dans le discours contestataire aujourd'hui, parce que
qu'il n'y en a plus d'autres. Il y en a plus d'autres. Et si on creuse un peu le sujet, moi ce qui m'intéresse, je fais de plus en plus le rapprochement avec une forme de néopaganisme, c'est-à-dire que cette espèce de crainte à la fois de la maladie pendant le Covid, des éléments de la nature qui va se rebeller contre nous, nous punir parce qu'on a voulu s'affranchir, nous les hommes, de ces règles, eh bien c'est une forme de paganisme. Je crois que c'est ça qu'il y a derrière ça, et puis à côté de ça, sur cette peur globale, se grèvent des petits politiciens, parce que je ne crois pas que ce soit des vingtenaires. C'est les cons qui vont, effectivement, les jeunes cons qui vont mettre du ketchup sur les tableaux. Mais derrière, il y a des mecs qui les incitent. Il y a des associations qui les financent. On a vu qu'il y avait, je ne sais plus quelle nana, une riche américaine, qui finance tout ça. Elle n'a pas 20 ans, elle en a plutôt 60. Bon. Donc il y a toujours l'idiot utile qui va balancer son ketchup, et derrière, des intérêts beaucoup plus constitués et beaucoup plus mûrs. Donc je crois que, voilà, on est dans quelque chose de profond, parce que ça traduit un désarroi collectif, et puis en même temps, il y a des gens qui font carrière. J'ai fait de la politique, en partie de la politique à gauche il y a maintenant pas mal d'années, mais ce que j'ai vu de pire à gauche, c'était les écolos à l'époque. De plus cynique, de plus vendu, un mec comme Baupin, quand il était à la mairie de Paris, c'est une horreur ce gars-là. Et il y en a beaucoup des comme ça. Et donc, c'est des gens qui n'ont ni foi ni loi, qui n'ont agité le thème de l'écologie que par pure ambition et opportunisme, rien d'autre, parce que les places étaient prises au Parti socialiste, donc ils sont allés se foutre là-dedans, et c'est rien d'autre. Donc il y a de la peur irrationnelle, de la naïveté, de l'opportunisme de quelques caciques, et puis aussi des intérêts financiers, parce qu'il y a des gens derrière les éoliennes, il y a des gens derrière les panneaux solaires. Tout ça se mélange. Voilà. Je vais donner la parole à Laura. Tout à fait ce que vient de dire Serge Federbusch. Et alors justement, je voudrais souligner un point qui revient constamment lorsqu'il y a des manifestations. C'est ces fameux Black Blocs là, qu'on a vus à l'œuvre, qui étaient si excités contre les cars de la gendarmerie. Et les forces de sécurité les connaissent, ces Black Blocs, plus ou moins. C'est un peu toujours les mêmes. Ouais. Et il y a moyen de les connaître, vous êtes d'accord, Et de les arrêter. Et de les arrêter aussi. Parce qu'on invoque à chaque fois un principe juridique qui est le suivant: on n'a pas le droit d'empêcher les gens de se rendre à une manifestation. Et on n'a pas le droit, en quelque sorte, de leur faire... Même une manifestation interdite, on n'a pas le droit oui, de... Oui, mais en fait, on évoque le procès d'intention, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans le métro et dans le train de banlieue qui va vers une destination, ce serait juridiquement lui faire un procès d'intention que de lui imputer l'intention. Parce que chacun peut prendre un train de banlieue qui se rend à Paris le jour où il y a une manif. Et d'autant que l'on dit que souvent ils trouvent leur équipement sur place, etc. Alors c'est un peu plus difficile en race campagne quand même. Ça, j'imagine. Mais là, il y a là quelque chose qui effectivement relève de l'intention, vous de pensez qu'on laisse faire les Black Blocs ? Oui, mais bien sûr qu'on les laisse faire. Comme on les a laissés faire pour les Gilets jaunes. Ils sont si commodes, ces Black Blocs. Ça permet de pourrir une manifestation, quelle qu'elle soit, de la discréditer, et puis en même temps, comme disait très bien Serge Federbusch, de faire du buzz, de faire de la mousse, avec un événement violent qui va détourner l'attention des vrais problèmes et qui permettra au ministre de l'Intérieur de jouer les fiers à bras. Alors, Jean-Pierre Colombiès, sur ce point, parce que je suis très frappé, on voit des images où on voit des jeunes habillés avec des bleus de chauffe et puis des cagoules ou tout en noir avec des sacs à dos. Non, mais il y a plein de choses. Pourquoi les chopent pas, je vais essayer de compléter au mieux le propos. C'était bien sûr qu'on les connaît. Bien sûr que de les laisser agir, ça permet de décrédibiliser les mouvements qui sont visibles, les mouvements sociaux ou mouvements spontanés. On ne montre que ça, au final. La motivation des uns des autres, elle passe après au second plan. Bien sûr qu'on pourrait... On a vu ça au niveau des Gilets jaunes. On a montré les plus crétins, on les a interviewés sur tous les plateaux de télé pour mieux décrédibiliser les 95% de gens qui avaient de véritables choses à dire. On pourrait les arrêter. Bien sûr qu'on pourrait les arrêter. Vraiment ? Bien sûr. Ça n'a pas l'air simple quand même. Très cher très mobiles, ils se protègent entre eux. Mais pas tant que ça. Ils ont des tenues de rechange. Non, pas tant que ça. Mais j'ai discuté avec eux en tant que citoyen lambda pendant les manifs des Gilets jaunes, sans qu'ils sachent effectivement que j'étais porte-parole d'une association de policiers indépendants. Ils ne se cachent pas.
Mais pourquoi on ne va pas sur eux? Parce qu'il y a le complexe Rémi Fraisse et Malik Oussekine, qu'on ne veut pas un surincident, qu'on ne veut pas rajouter un martyr à l'expression politique. Et pour aller plus loin encore sur la séparation de l'opinion publique, enfin la division de l'écart entre l'opinion publique et les politiques, on l'a vu avec Jadot, qui s'est fait agresser verbalement et quasi physiquement par la dégradation de son véhicule. Sa voiture a été dégradée. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il représente, Jadot? Jadot, vous avez discuté avec des zadistes? Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des zadistes. On est dans une forme de communauté un peu anarchiste, un peu proche de la nature. Pour certains sont sincères d'ailleurs. Et vous avez Jadot qui arrive, dans sa petite voiture urbaine d'ailleurs, qui est député européen. Vous savez combien gagne un député européen? Vous avez une petite idée de ce que ça gagne? Entre 10 et 15? Oui, rajoutez 5 000 euros. On est à plus de 20 000 euros entre les rémunérations directes et indirectes et les avantages concrets. On est à plus de 20 000 euros. Donc, il représente exactement l'inverse de ce que ces gens de la base revendiquent. Donc, il est là le décalage. Pareil pour la gauche traditionnelle. C'est valable pour le patron de la CGT qui a une voiture avec chauffeur et qui est très loin du sidérurgiste de base, oui, non, mais d'accord. Mais enfin, quand même, c'est quand même pas non plus tout à fait anormal que le secrétaire général d'un syndicat... C'est pour ça que c'est normal qu'un député européen ait les moyens. Pas à ce niveau-là. Non, je suis désolé, pas à ce niveau-là. Enfin, on pourra en discuter. Peut-être que j'ai tort. Je dis pas que j'ai raison. Je dis simplement, c'est un constat. Entre Sandrine Rousseau, qui est députée à l'Assemblée nationale, qui va avoir un revenu d'environ 6 000 euros, plus les indemnités parlementaires, et Monsieur Jadot, qui est loin des préoccupations nationales, puisqu'il siège, quoi qu'il en dise, il siège entre Bruxelles et Strasbourg. Voilà. Il n'y a pas photo. Et c'est pour ça qu'elle a une audience. Non, c'est parce que Jadot, il a été candidat au présidentiel et que c'est plutôt un écologiste. Il a fait moins de 5. Mais c'est pas brillant. Ok, c'est pas brillant, mais ça, c'est le constat de l'échec des écologistes. Oui. Mais c'est surtout que Jadot, il représente un écologisme recentré qui vise à élargir son audience, qui échoue. Est-ce que c'est fait pour ça? C'est vrai, c'est là la question fondamentale. Je suis pas politologue, mais est-ce que c'est fait pour ça? On se souvient, pour ceux qui s'en souviennent, de la revendication politique des écologistes allemands qui étaient précurseurs en la matière, qui ne demandaient pas nécessairement à être au pouvoir, mais qui voulaient être porteurs d'une idéologie, d'un groupe de pression. La coalition en place, tant pis pour eux. Et le drame de l'écologie d'aujourd'hui, c'est de vouloir être aux manettes, et ça n'a pas de sens de mon point de vue. Moi, il y a une chose qui me frappe dans vos réactions, c'est en fait vous dites en gros que les revendications des vingtenaires sont des revendications manipulées, c'est la thèse de Serge, et qu'elles sont négligeables. Mais quand vous interrogez un adolescent ou un jeune adulte sur ce qui le préoccupe, vous avez raison Serge, l'économie ne l'intéresse pas. Mais ce qui le préoccupe, c'est le climat, c'est son futur, c'est les espèces qui vont disparaître, c'est les changements climatiques. On ne peut pas négliger ce point de vue-là. Richard de Sèze. Moi, je ne dirais pas elles sont manipulées, mais elles sont légitimes. Effectivement, le système productiviste, capitaliste, marchand, qui a été imposé au monde après la Première Guerre mondiale et singulièrement après la Seconde, la promotion forcenée du marché avec l'Union européenne aboutit à détruire totalement l'environnement, à dégrader les conditions de vie, à dégrader les possibilités de richesses individuelles. Donc ces gens-là ont raison d'avoir peur. Après ça, la manière dont ils subliment leur peur avec effectivement une mystique de Gaïa, et donc je ne sais pas si c'est du néopaganisme ou en tout cas du millénarisme, ils ont l'impression d'aller vers le précipice, c'est-à-dire on les encourage en permanence d'ailleurs à considérer qu'ils vont tomber dedans, c'est quelque chose de totalement légitime. Et là où le gouvernement a évidemment tort, c'est de criminaliser les expressions les plus violentes sans avoir de véritable réponse sur un nouveau type agricole, une autre manière de régler les problèmes énergétiques, de faire respecter la loi Egalim sur la redistribution juste de la valeur dans les circuits marchands agroalimentaires. Voilà, toutes les solutions politiques existent, mais le gouvernement ne veut pas les prendre. Je ne crois pas que ce soit si légitime que ça. Non, oui, bien entendu. Oui. J'ai toujours tort jusqu'au moment où j'ai raison, ce qui m'arrive quand même par hasard. Je le veux bien de temps en temps. Alors pourquoi est-ce que... Bon, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, parce que même chez ceux qui sont par jeunesse, par inexpérience ou pour quelque raison que ce soit, sincèrement derrière ce discours et cette idéologie, il y a quand même des zones d'ombre énormes qui ne veulent pas voir, et c'est là leur faiblesse. Bon, en gros, ils déplacent à chaque fois le combat. Alors voilà, le réchauffement climatique, maintenant c'est l'eau, les réserves d'eau, mais ils déplacent à chaque fois le sujet parce qu'ils ne veulent pas voir qu'ils sont responsables finalement de l'échec et même des problèmes qu'ils ont créés. Pourquoi ? Et bon, par exemple, la question du nucléaire est essentielle. Bon, on avait là une énergie, on l'a toujours, qui a
peut-être qui présente certains risques, mais qui a des avantages énormes, surtout pour un pays comme la France. Et les écolos sont directement et très très largement responsables, avec Voynet sous Jospin, ou par exemple l'abandon du projet. Mais là, on parle des vingtenaires, Serge. Mais oui, mais vous remontez à un temps où ils n'étaient pas nés et leurs parents mais justement, d'abord, ils n'ont pas tous 20 ans. Alors là, faut pas tomber dans le panneau non plus, loin de là. Oui. Bon, deuxièmement, ils ont quand même aussi, ils participent aussi quand il y a des conneries à dire sur le nucléaire ou d'autres. Ou même, bon, par exemple, Greta Thunberg qui était contre, maintenant qui commence à évoluer pour dire que c'est pas si mal le nucléaire. Ils sont quand même au courant. S'ils sont écolos, ils sont au courant de tout ça. Ils devraient quand même réfléchir 2 minutes sur le fait que leurs propositions précédentes et leurs combats précédents étaient catastrophiques pour leur cause même, catastrophiques, parce que si on a recours aujourd'hui de plus en plus aux centrales à charbon, c'est à cause de ça. Si on s'est foutu dans une merde où on va manquer d'électricité, on va manquer d'énergie, c'est à cause d'eux et à cause de leurs prédécesseurs. Donc de temps en temps, quand on fait de la politique, quand on le fait avec sincérité, on se pose la question de savoir si on n'a pas défendu des mauvaises causes. Voilà, et ça, ils ne le font jamais. Jean-Pierre Colombier, merci. Jean-Pierre Colombier. Peut-être pas une mauvaise cause, mais en tout cas avec les mauvais outils. Parce quand on a effectivement Greta Thunberg qui dit « Ah oui, mais c'est pas bien d'ouvrir les centrales à charbon », mais elle disait aussi qu'il fallait fermer les centrales nucléaires, en oubliant tous les uns comme les autres que les pays dont il parle, la France et l'Allemagne, n'ont pas de ressources énergétiques propres. Donc effectivement, c'est bien gentil de défendre les oiseaux et les arbres. Moi, le premier, j'adore ça. Jean-Pierre, vous ne répondez pas à l'angoisse des vingtenaires mais en cela disant crée ça. cette angoisse. Vous dites, ils se trompent. Mais non, mais et alors, faut arrêter de vivre justement cette angoisse. Qu'est-ce qu'auraient pensé les gens qui vivaient au XIVe siècle avec la peste noire? Ils auraient dit quoi? Faisons plus d'enfants, il y a la peste noire, il n'y aurait plus d'humanité, on est bien d'accord. Il y a toujours eu des épidémies, et il y en aura encore. Enfin, là, ne la vivons peste pas noire, dans le traumatisme. c'est 30 à 50% de morts en Europe. C'est le principe de Justement, l'État. Justement, Là, vous on en m'avez est loin. entendu, la peste noire, non, mais- c'est 30 à 50% de Oui. morts. Hein. C'est 50% de morts et 90% dans les centres urbains, en Italie en particulier. Voilà, Donc par c'était, exemple. bien entendu, Mais voilà. tout à fait terrible. Mais là, moi, cher présentateur, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Il y en a marre de l'État nounou. Il y en a marre que dès lors que quelqu'un a un petit problème, alors il a des problèmes d'identité de genre, ça y est, on va devoir adapter la législation. Alors là, il a peur du réchauffement climatique parce qu'il a fait chaud 2 étés de suite. Faut tout arrêter. Mais on n'est pas censé subir et réagir à toutes les conneries que tous les gens crétins et immatures font défiler dans leur esprit. Le rôle d'un adulte aussi, c'est de dire aux plus jeunes, quand ils déconnent, qu'il déconne et qu'il a tort. C'est pas tout le temps de dire « Ah, mon pauvre Viquet, comme t'as raison d'avoir Sauf que peur. » le jeune, c'est pas il comme ça pointe... qu'on éduque. Là, c'est un problème fondamental. C'est pas comme ça qu'on éduque les Serge, mômes. le jeune, il pointe du doigt le cinquantenaire en lui disant « Le monde, il est comme ça à cause de toi, qui a acheté moi des je lui voitures, dis, qui a petit construit con, des maisons. » je lui dis, petit con, si tu avais eu ton âge il y a 70 ans, tu aurais dû travailler 10 fois plus et tu aurais crevé la dalle, donc tu as des angoisses de petit-fils de riches, et tu te trompes d'enfant gâté, et tu te trompes sur la nature des problèmes. Ok, Voilà. on va considérer que c'est le mot de la fin. Allez, c'est Serge qui mon voisin, l'aura. Je dis pas ça comme ça. Ah, bon. Mais il me le pense tellement fort que Oui, je l'entends. nous sommes des gentlemen tellement courtois. Allez, on se retrouve pour le deuxième sujet. On n'a pas épuisé ce premier, mais il faut avancer. À tout de suite. Rebonjour, les élections au Brésil. Donc, Lula remporte une victoire très courte et le président sortant Bolsonaro reconnaît sa défaite du bout des lèvres. J'aimerais comprendre ce qui se passe au Brésil. Et je me tourne vers Laurent Arthur Duplessis. Eh bien oui, cette victoire est des plus courtes et effectivement, elle a profondément déçu les médias mondialistes, c'est presque un pléonasme, qui annonçaient il y a quelque temps que Lula dominerait Bolsonaro très largement et voire passerait au premier tour. Or, il n'en est pas du tout, c'est pas du tout le cas. Et en fait, Bolsonaro peut faire état d'un bilan très très intéressant de sa gestion gouvernementale, notamment en matière de sécurité, en matière économique, malgré des vents contraires qui ont pu souffler sur la scène économique mondiale. Et on a imputé à Bolsonaro la destruction de l'Amazonie, mais l'exploitation de certaines parties de l'Amazonie a commencé bien avant lui, et notamment Dilma Rousseff avait beaucoup
fait, si je peux dire, pour mettre en culture des milliers d'hectares en Amazonie. Et d'autre part, si on doit instruire le procès de la destruction de l'Amazonie, il faut en même temps instruire le procès des accords de libre-échange qui sont passés notamment entre l'Union européenne et l'Amérique latine, par exemple. Pas seulement le Mercosur et l'Union européenne. Voilà, puisqu'il y a une pression à la baisse sur les prix du soja et autres. Alors évidemment, pour ça, il faut de la culture intensive sur de grands espaces, etc. Et d'autre part, on voit bien aussi que les mondialistes voyaient en Lula leur candidat parce que Lula, c'est la libéralisation totale sur le plan sociétal. Lula, c'est la pensée égalitaire opposée à un Bolsonaro qui était censé incarner le cynisme capitaliste. Et donc, on voit bien que la déception des mondialistes est intense, d'autant qu'ils sont inquiets, les mondialistes, parce qu'en Italie, Giorgia Meloni est devenue Premier ministre, alors qu'elle était censée être une réincarnation de Mussolini. Qu'en Suède, la droite dite extrême est partie prenante et de manière en tout cas alliée avec la coalition. Voilà. Sauf que Lula, il soutient Poutine, oui, alors que Giorgia Meloni ne soutient pas Poutine. Voilà. Il y a des nuances. Mais Bolsonaro lui-même ne s'était pas adressé contre Poutine non plus. Là-dessus, il y a une continuité. Bon. Mais, c'est quoi? C'est la parenté entre les BRICS qui se soutiennent? Brésil, Russie, Inde, Chine? Oui. Et qui ne se sentent pas vraiment concernés par la question ukrainienne, et à juste titre, et qui estiment qu'ils ont des intérêts essentiels à défendre sur le plan économique. Et alors effectivement, il y a parfois des couacs pour Washington, si je peux dire. Ok. Richard de Sèze. Je suis assez d'accord avec ce que dit Laurent. Ce qui est remarquable, c'est qu'on nous présente Lula comme étant le candidat souhaitable et nécessaire, puisqu'on a diabolisé Bolsonaro, et on se retrouve avec quelqu'un qui, en politique étrangère, va avoir une politique brésilienne, donc pas du tout occidentale, qui est plutôt anti-américain, qui a expliqué qu'il allait faire un ministère des peuples premiers, mais l'Amazonie, c'est 10% de la population brésilienne. Autrement dit, on va enterrer la question amazonienne assez facilement, et les feux de forêt vont continuer. Donc il y a toujours une distorsion incroyable entre la manière hyper ethnocentrée dont l'Occident et la France considèrent le reste du monde et la manière dont ce reste du monde va agir. Qui, en fait, ils vont agir comme d'habitude pour leur propre bien. Mais d'une manière de plus en plus déconnectée des intérêts occidentaux. Sauf que, est-ce que ça rejoint pas un petit peu notre premier sujet, destruction de l'Amazonie, dont on sait que c'est un des poumons du monde, non, avec les océans? Rien que ça, c'est pas vrai. L'Amazonie n'est pas un des poumons du monde. Les océans, oui. Il y a une masse forestière qui est en augmentation constante, en fait, depuis plusieurs dizaines d'années à la surface du monde. Dire le réchauffement planétaire permet d'accumuler de plus en plus de surface verdoyante. Donc, autrement dit, ce qu'on appelle la destruction de l'Amazonie est une espèce de fantasme vraiment écologique où il y aurait un endroit préservé avec des peuples premiers et une nature intacte. L'Amazonie était une terre de culture il y a 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans. Chaque fois qu'on creuse un peu, on trouve des traces d'occupation humaine, on trouve des systèmes de routes, on trouve des systèmes d'irrigation. Autrement dit, là, on est en train de mythifier l'Amazonie comme on est en train de mythifier n'importe quelle réserve naturelle partout ailleurs dans le monde. Donc, il y a certainement un sujet avec un lien avec le sujet précédent qui est on a aujourd'hui une pensée mythique et les objets réels sont inintéressants, et surtout d'un point de vue occidental, et d'un point de vue d'ailleurs, une fois de plus, ethnocentré et raciste, pour le dire de cette manière-là, où on considère que le reste du monde n'existe que dans la petite mesure où on a été capable de le conceptualiser par rapport à nos problèmes, ce qui est absolument aberrant. Et donc je suis persuadé que la présidence de Lula va être aussi décevante que la présidence d'Obama, qui était censée faire advenir le règne de la paix universelle et qui en fait a déchaîné des drones sur l'intégralité de la planète. Et ben Lula, là aussi, porte tous les espoirs de la gauche alternative. Il va les décevoir un à un, mais on mettra 2 ou 3 ans avant de nous expliquer à quel point on est déçus.
Oui, surtout que c'est pas le perdreau de l'année, c'est le moins qu'on puisse dire. Lula, il a déjà été. 17 ans. Oui, il a déjà été au pouvoir. Ensuite, il est passé par la casse-prison pour des affaires plus que louches. Oui, donc, ça n'a rien. C'est une espèce de la corruption. C'est une espèce de vieux post-castriste, un mélange de lutte ouvrière et de ligue communiste révolutionnaire selon les critères français, quoi. Bon, je crois que le Brésil, ça a des problèmes bien plus graves, bien plus profonds. C'est pas Chavez. Pour autant, Lula. Déjà, il est beaucoup plus vieux. Ensuite, il n'est pas issu des mêmes milieux. Il n'a pas tout à fait la même phraséologie, quoique, parce que c'est un discours très basiste. Il se fonde effectivement sur, en gros, le petit contre les gros, etc., etc. Mais la réalité, la pratique de son pouvoir, c'est que ça a été un très très large échec les fois précédentes. Et je suis absolument d'accord, sachant ça, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Ça aboutira au même résultat. Donc il n'y a pas à trop se faire division là-dessus, ni trop avoir trop de crainte. Là, les problèmes du Brésil sont beaucoup plus importants et beaucoup plus profonds que ça. Et finalement, ce qu'on se rend compte depuis pas mal de temps, maintenant, il y a eu un moment dans les années 80-90, un gars qui s'appelait Fernando Collor. Collor de Mello. Voilà, Collor de Mello, et je me rappelle, j'étais au Brésil à ce moment-là, quand il faisait campagne, et puis son slogan, c'était « Vamos a colorir au Brasil ». Bon, okay. Donc, il n'a rien fait, si ce n'est taper dans la caisse et se retrouver lui aussi derrière les barreaux. Je ne sais pas s'il y a été, mais enfin, en tout cas, il est passé très près. Ils sont tous, ils sont tous comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est un pays très grand. Avec des dysfonctionnements, puis des haines, des antagonismes ethniques et des antagonismes sociaux très puissant, très profond, et l'État n'y peut plus rien d'une certaine manière. Et n'y peut plus rien. Et le président au Brésil, c'est une marionnette. C'est un mec qui finalement n'arrive plus à gérer la question. Bon, il n'a pas plus d'influence sur la façon dont le Brésil va évoluer que Macron dans quelques années, qui en a de moins en moins, ou Van der Leyen sur le destin de l'Europe. On a des dirigeants partout dans le monde qui ont de moins en moins pris sur la réalité. Donc que ce soit Lula ou Bolsonaro, ça changera qu'à la marge, les choses qu'à la marge. Ça fait plaisir. Alors, ce qui était étonnant, c'était le concert, immédiatement, le torrent de soutien. Le Macron, il a envoyé son télégramme de félicitations dans la nanoseconde, en même temps que Biden, au bout de... Bon, ils sont tous, il y a une espèce de collusion globale. Aussi, d'ailleurs, tout le monde a reconnu... Ils sont tous dans une coalition globale, des gens au pouvoir, mais fragiles. Et donc là, ils étaient contents que ça soit Lula, parce que ça les réconforte, mais ça changera rien, et je pense qu'on peut attendre tranquillement qu'il se plante à nouveau, quoi. Alors, il y a une chose sur laquelle je voudrais vous interroger, Jean-Pierre Colombiès, c'est une des règles de la démocratie, c'est quand on a perdu, on appelle son opposant pour reconnaître sa défaite. C'est à peu près partout, ça n'a pas été fait avec Trump, ouvrant droit à beaucoup de contestations et finir par l'assaut du Capitole. Est-ce qu'il n'y a pas un risque comme ça au Brésil ? Non, mais il y a surtout une forme, ça a été dit, et fort justement, une forme d'hypocrisie et de naïveté, de fausse naïveté, dans tous les discours européens. Tous les gens qui sont malheureusement à la tête des grandes structures de gouvernance ont eu, qu'on le veuille ou pas, maille à partir avec la justice, ou en tout cas ont des intérêts, des conflits d'intérêts. Et ça pose question. Et puis on voit la politique extérieure avec forme de bienveillance généralisée. Il faut être bienveillant, voilà. Il faut être dans la bienveillance. Donc Lula a un discours bienveillant, donc nécessairement c'est quelqu'un de bien. Enfin, sauf que on pourrait poser exactement la même question aux États-Unis. Il y a beaucoup de déçus de l'élection de Biden, beaucoup regrettent, sont des nostalgiques du Trumpisme. Est-ce que les Trumpistes ont réellement aussi tort que cela ? On a un président Macron... Non, mais là je parlais des règles de la démocratie qui consistent à dire que quand on perd, quoi. Oui, mais c'est quoi les règles de la démocratie ? C'est de la même façon qu'on a une Van der Leyen ou un président Macron qui s'émeuvent, ou une opinion publique française qui s'émeut parce que il y a une jeune femme élue en Italie qui aime bien Mussolini, en oubliant au passage que la Hongrie a fait la même chose, que la Pologne aimerait bien se détacher pour ses lois internes de l'Union européenne, qu'on a la Suède qui lorgne un petit peu vers les partis nationalistes. Où est la morale dans cette histoire ? Est-ce qu'eux ont tort de défendre leurs propres intérêts, ou est-ce que nous, il faudrait qu'on arrête de se baigner un petit peu dans cette bienveillance confortable, qui consiste d'ailleurs à attribuer des bons et des mauvais points aux uns et aux autres. Moi, je trouve ça complètement aberrant. Je veux dire, on n'est pas foutu, nous, d'établir l'ordre républicain ou démocratique chez nous, sur notre territoire. Et on va donner des leçons, on fait la leçon un peu à la terre entière. Ouais, alors que Bolsonaro n'appelle pas tout de suite Lula, je vois pas où est le problème. Concrètement. Laurent Artaud Duplessis. Je voudrais souligner le fait que la victoire très très courte de Lula est en fait
une victoire en trompe-l'œil si on considère l'organisation institutionnelle brésilienne. Parce qu'en effet, Lula, il va être très démuni. Un certain nombre de gouverneurs de région ont été élus dans le camp bolsonariste. Les gouverneurs des 3 principales régions sont bolsonaristes. Mais ont reconnu la victoire de Lula immédiatement, contrairement à Bolsonaro. Quand on connaît le pouvoir des directeurs de région au Brésil, ce sont quasiment des États dans l'État, les régions. On a affaire à un État très décentralisé. Très décentralisé, avec un Parlement qui est plutôt aux mains des bolsonaristes. On peut remarquer que le Nord-Est, qui est la région la plus pauvre du Brésil, a plutôt penché pour Bolsonaro. Et on peut remarquer que les classes moyennes inférieures et même une partie des classes populaires ont voté Bolsonaro. Parce que Bolsonaro a eu des résultats économiques. Parce que Bolsonaro a géré plutôt bien le pays, parce que Lula, il a laissé le souvenir d'une gestion du pays très, très mauvaise, malgré à l'époque un contexte international en économie beaucoup plus porteur. Et Bolsonaro, en réalité, s'est acquis la réputation d'être un assez bon gestionnaire. Quant aux affaires de corruption, il y en a autant d'un côté que de l'autre. Ça fait partie de la façon de marcher des Brésiliens. Il est certain que l'entourage de Lula était extrêmement corrompu. Lula lui-même, d'ailleurs... Avec des syndicalistes qui touchaient, lui-même étant un ancien syndicaliste. Et le règne du bakchiche est établi au Brésil comme dans bien d'autres pays. Vous faites un parallèle entre Lula et Trump, entre Bolsonaro et Trump, pardon, parce que les évangélistes ont joué, pour l'un comme pour l'autre, un rôle gigantesque dans la réélection. Tout à fait. Et Bolsonaro, effectivement, a joué à fond la carte évangélique. Il y a au Brésil plus de 50 millions d'évangélistes. Et la femme de Bolsonaro, qui est une belle brune de 40 ans, qui est tout à fait séduisante, est une vedette là-bas. Parce qu'elle a effectivement porté le message évangélique dans la campagne de Bolsonaro. Alors c'est une donnée, ça, importante de l'âme brésilienne. L'âme brésilienne est en réalité très religieuse. Or, on sait qu'effectivement, le catholicisme sud-américain est de plus en plus influencé par l'évangélisme, qui d'ailleurs est plus d'essence protestante d'ailleurs que catholique. Et qui est une forme de fondamentalisme chrétien. Chrétien, mais plutôt porté sur la sensibilité protestante en réalité. Parce qu'en effet, l'évangélique, on lui dit que s'il gagne de l'argent, s'il réussit, c'est que le bon Dieu l'aime bien. Il n'y a rien de plus protestant que ça, quand même. Okay. Serge Federbusch. Ce qui est gênant dans les réactions internationales pro-Lula, c'est cette espèce d'international de la bien-pensance, quoi, immédiate, de coalition des bien-pensants, maintenant planétaires. Dès qu'ils peuvent, dès qu'il y en a un qui est menacé quelque part, ou qu'ils peuvent mettre de côté un candidat qui leur déplaît ou un dirigeant qui leur déplaît, ben il y a un côté grégaire, quoi, voilà. Et donc, sur le côté, parallèle entre Trump et Bolsonaro, parce que la question va revenir là pour les midterms aux États-Unis, j'aimerais quand même dire qu'il faut cesser de considérer que ce qu'a dit Trump sur la fraude à travers le vote par procuration était faux. Bon, ça c'est une réalité, c'est établi. Il y a eu une distorsion énorme entre les votes qui ont pu être observés quand les gens se rendaient aux urnes et les votes par procuration. Et cette distorsion, cette différence montre bien qu'il y a une manipulation, il y a des pressions qui s'exercent sur le vote par correspondance. Je vous rappelle, Serge, Attendez, vous qui connaissez bien les affaires de justice, je vous rappelle que toutes les cours suprêmes qui ont eu affaire avec les histoires de fraude aux États-Unis, et il y a une cour suprême par État, elles ont toutes rejeté la fraude. Or, certains États sont aux mains des républicains. Là, je ne parle pas de fraude, je parle d'influence. Le vote, et ce n'est pas de la fraude proprement dit, c'est-à-dire que vous avez des associations tenues par les démocrates qui vont voir dans les familles, en particulier hispaniques ou noires, aux États-Unis, dans les dizaines de millions, les gens pour les faire s'inscrire et voter. Donc, c'est une forme de pression. Ce n'est pas vraiment une fraude, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas inventer des
des électeurs, où ils vont pas se Donc faire on passer bourre pour pas les urnes on fait pas voter les morts. Parce que la distorsion, et ça c'est presque statistique, entre les résultats des votes par correspondance et des autres types de votes classiques, alors je dirais, que ça devrait être aligné statistiquement. sur des masses aussi importantes, ça devrait être très l'être. proche, parce que Bien sûr. sur une masse, ça c'est statistique, Bien sûr. plus l'échantillon est large, plus normalement on aboutit à des résultats. C'est pour ça que quand on fait un sondage, plus l'échantillon est grand, plus c'est proche de la réalité. Et bien là, c'est pas le cas. Donc ça montre bien qu'il y a un problème. C'est pas de la fraude au sens strict, c'est de l'influence du vote par des appareils politiques. Et ça a toujours d'ailleurs existé aux États-Unis. Et Trump avait raison de le dénoncer. Il avait raison. Donc il faut cesser. Si on veut se libérer de la bien-pensance et du discours dominant, il faut cesser de colporter, de répéter tel un macroniste que oui, oh là là, ça y est, Trump c'est affreux. Il a eu raison de dénoncer ça. Donc il a eu raison de ne pas appeler Biden, qui est une espèce de marionnette sénile, qui a été mis en place par le système pour diriger les États-Unis. Il a eu raison. Il n'y a pas de politesse à avoir avec des gens qui en réalité sont pas des fraudeurs au sens strict, mais sont des manipulateurs patentés. Alors, ce sera le mot de la fin, parce que le temps est déjà écoulé et qu'on doit embrayer sur le troisième et dernier sujet. On se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Retrouvez et achetez les livres des invités de TVL dans la boutique de votre chaîne sur tvl.fr. Rebonjour, troisième et dernier sujet, la Ve République fête cette année ses 60 ans, alors ça va être un petit sujet de débat, on parle de l'élection présidentielle de 1962, bref, à 60 ans la République est senior, est-ce que c'est une vieille République qui doit être remise en cause, ou est-ce que finalement elle a fait preuve de solidité, de résilience et d'adaptation ? Serge Federbusch. Je crois d'abord que, il y a les chiffres qui parlent pour eux-mêmes. Elle est en voie, si ça continue, si ça ne s'effondre pas dans les années qui viennent, c'est un peu comme la reine d'Angleterre et la reine Elisabeth et Victoria. Quoi. Elle va atteindre et dépasser le record de la Troisième République. C'est vrai, 70 ans, la Troisième République. On n'en est plus très très loin maintenant, parce que c'est pas 60 ans, à mon sens, c'est 64 ans. Si c'est au donc, 58. il est probable, toute chose égale par ailleurs, que ça continue comme ça, s'il n'y a pas d'événements politiques graves majeurs, que la Ve République, ça soit le régime républicain le plus pérenne dans l'histoire de la République. Et ça, c'est quand même déjà le signe de quelque chose. Ensuite, parce que la Troisième République, en plus... Oui, certes, mais en même temps, il y a eu... ça a commencé plutôt en 1877-79 qu'en 1871. Enfin, on peut en discuter. Donc, d'ores et déjà, on est pratiquement dans les mêmes degrés de longévité. Donc, c'est déjà un signe de succès. Pourquoi c'est un signe de succès ? Parce que c'est finalement une des institutions qui correspondent assez bien à la structure sociale et aux mentalités politiques françaises. Les Français aiment bien le chef. Ils aiment bien avoir un chef, c'est la monarchie républicaine. Depuis 62, il est élu au suffrage universel direct. Donc ça correspond à leur volonté d'imaginer qu'il y a un grand patron qui dirige tout ça, parce que c'est un peuple épars et divisé. Donc ça fait du bien d'avoir un grand patron qui file des claques de temps en temps à tout le monde pour les mettre un peu au pas. Et en même temps, c'est un système où on tient compte de la diversité des corporations, où par le Parlement a quand même, sauf au pire moment du macronisme, au pire moment de certains moments du gaullisme, où le Parlement a quand même un rôle à jouer, où il y a eu des motions de censure qui ont été adoptées. Donc, c'est une équipe qui n'est pas si mauvais que ça, entre une certaine forme d'efficacité de l'exécutif et un minimum de représentativité parlementaire. Donc, je crois que, grosso modo, c'est un système qui est assez performant. Ce qui ne va pas du tout dans la Ve République, là on le voit et de plus en plus, mais ça dépasse la Ve République, c'est que ça participe de la politique à vie. C'est-à-dire que ça réintroduit les réformes, c'est quoi ? Comment on doit la faire bouger ? Interdire. Elle a déjà évolué. Pour moi, il y a eu une réforme avant tout. Prendre une liste de fonctions, c'est député, sénateur, président de conseils généraux ou régionaux, maire de ville de plus de 30 habitants, et dire la chose suivante: nul ne peut exercer une ou plusieurs de ces fonctions plus de 3 fois au total. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vivre de la politique toute votre vie. Au bout de 15 ans de politique, vous prenez dehors, vous allez travailler comme présentateur télé, comme ouvrier chaudronnier, comme agriculteur, vous faites comme sous l'Antiquité. Voilà. Vous donnez votre toge et vous allez pousser votre charrue. C'est ça ce que devrait être la politique. Et il y a des démocraties qui sont plus proches de ça, en fait, où les gens sont moins séparés du peuple. Ce qui fait problème dans la Ve République, c'est pas tellement ce
système. C'est que ça n'a pas réussi. Contrairement d'ailleurs à ce qu'imaginait De Gaulle à un moment, le grand drame de la politique française, ça j'en ai toujours été persuadé, c'est finalement que De Gaulle ait dû, c'est le non-référendum de 69 et le fait que De Gaulle ait dû partir à ce moment-là parce que ces réformes de faire évoluer le Sénat vers quelque chose de plus décentralisé, une république plus décentralisée et en même temps d'avoir quelque chose. Il n'a pas achevé son boulot. C'est ça, il n'a pas pu terminer. Et depuis, d'une certaine manière, depuis le départ de De Gaulle et ce référendum qui a échoué parce que lui-même en avait marre, voilà, eh bien, on vit dans un régime qui n'arrive pas à trouver son second souffle. Merci. Laurent Arthur Duplessis. Je veux dire ça, De Gaulle a mis sur pied la Constitution de la Ve République par écœurement de la Troisième et la Quatrième quand un gouvernement tenait 1 an à peu près en moyenne, ce qui était aussi le cas de l'Italie. Et quand Mélenchon appelle de ses voeux la Sixième République, c'est en réalité la Quatrième République qu'il appelle de ses voeux. Parce qu'on aura à nouveau un phénomène de volatilité extrême où les gouvernements vont durer entre 6 mois et 1 an et demi. Et pourtant ici, depuis plusieurs années que j'anime des débats, il y a un appel régulier à la proportionnelle. Soit une partie proportionnelle, soit une proportionnelle intégrale. Mais alors c'est Ce qui est le contraire de la cinquième. C'est quand les partis n'arrivent pas à avoir beaucoup d'électeurs qu'ils appellent à la proportionnelle. Et regardez, malgré le scrutin majoritaire, le Rassemblement national a 89 députés déjà. Et appelle, et en fait souhaite une dissolution en pensant qu'il en aura encore plus de députés. Et moi, ce que je dis, c'est que bien que cette constitution de la Ve République ait été abîmée par des réformes constitutionnelles, à mon avis, malencontreuses, néanmoins, nous allons vers des temps de crise économique, probablement de guerre civile, de tensions internationales grandissantes. Plus que jamais, nous aurons besoin à nouveau, justement, de cette constitution de la Ve République pour avoir un pouvoir fort quand il faudra affronter la montée des périls et quand on aura autre chose que les ectoplasmes du genre Macron, qui sont des agents du mondialisme. Quand le vote populaire se décidera à nouveau à porter au pouvoir un président de la République digne de ce nom, qui défende les intérêts de la France et pas ceux de l'Union européenne et des États-Unis, eh bien à ce moment-là, elle sera vitale, la cinquième. Jean-Pierre Colombiès, merci Laurent. Moi, je vais peut-être vous surprendre, mais moi, je vois dans le fonctionnement de la cinquième une sorte d'arme de destruction massive de la vie démocratique. Pourquoi ? D'abord parce que s'il y a une telle défection de l'électorat, c'est parce que le système de l'élection des députés à l'uninominal à 2 tours écarte de fait les partis dont on ne veut pas. Je pense notamment au Rassemblement national. Je ne suis pas militant Rassemblement national, mais je trouve que fondamentalement, ce réflexe d'élimination des partis qui gênent me gêne. Des courants en tout cas qui ne sont pas dans le courant de la bien-pensance me pose problème. Mais par ailleurs, juste pour faire avancer le truc, pour dialoguer avec vous, est-ce que la cinquième n'est pas justement conçue pour faire monter progressivement en compétence et en crédibilité les petits partis? Le Rassemblement national est peut-être en train de prouver que progressivement, il va arriver au pouvoir un jour, mais parce que il a gagné, il a attendu, quoi. Non, le Front National a fait une poussée en force parce qu'il y a des électeurs qui se sont retrouvés devant le choix impossible entre un macroniste et une France insoumise dont pas grand monde ne veut et surtout pas grand monde ne comprend réellement le programme. Reprenez votre critique, et la critique sur la cinquième, c'est ce qu'on vit au jour le jour aujourd'hui avec le 49-3, où finalement, effectivement, on peut avoir besoin d'un exécutif fort, mais un exécutif qui privatise la liberté d'expression et l'expression électorale pose un réel problème. Alors, certains macronistes disent oui, mais on a voté quelques amendements à la marge. Oui, sauf que le gros du package législatif passe au 49-3. Et ça, pour moi, j'assimile ça à un coup d'État. Vous aimeriez qu'il y ait une capacité d'entente, de négociation un peu plus grande ? Oui, alors déjà, ce serait bien que Emmanuel Macron respecte son engagement électoral, puisqu'il avait promis une proportionnelle partielle au sein de l'Assemblée nationale. C'est annoncé. Le projet de réforme est annoncé pour janvier 2023. Bon, on verra. Il avait annoncé. Peu proportionnel, il y a 5 points qui devraient bouger. Mais on verra. Ceux qui croient aux promesses, tant mieux pour eux. Enfin, je veux dire, ou tant pis pour eux plutôt, en l'occurrence. Mais c'était une promesse formelle de 2017. On voit ce qu'il en est. On verra. Moi, je pense que fondamentalement, introduire une part de proportionnel à l'Assemblée nationale. Mais c'est pas la seule réforme.
Non, mais moins ce de serait- parlementaires, cumul des mandats, ça vous rejoint, une dose de proportionnelle. On a besoin d'une respiration. On a besoin d'une ouais. respiration démocratique. Et tant pis si ça fait pas plaisir à Emmanuel Macron, mais il faut que les petits partis, les expressions de la marge puissent s'exprimer et être visibles. Tant qu'on n'a pas ça, je suis désolé, il y a un réel problème. Et là, alors, la cinquième... Vous aimeriez quoi? Plus de LO au Parlement, plus de Zemmour, plus d'écolos? Je suis désolé. Comment ça, Oui, concrètement? Mais pourquoi pas? Attendez, Éric Zemmour, là encore, je suis pas... Alors, je suis apolitique. Non, donc mais arrêtez de vous excuser. Je m'excuse pas, Arrêtez j'explique. de vous excuser. Je ne m'excuse Ah, pas, ok. Alors, j'explique. allez-y. J'explique Éric Zemmour qui fait 7%. Oui. Au premier tour de l'élection présidentielle, qui donc fait plus que Et qu'on qui n'a voit pas un cumuler. seul parlementaire. Il n'a pas un seul parlementaire, ça pose interrogation. De la même façon qu'à la précédente mandature, le Front National qui faisait plus de 20% avec 5 députés. Oui. Et on est chez les fous, là. Oui. Là, on est chez les fous. Alors, Laurent Arthur Duplessis, non, on va faire Richard de Sèze, il n'a pas du tout parlé, et Laurent Arthur Duplessis. Richard de Sèze. La Ve République est un cadavre ambulant. Je suis stupéfait de voir que des gens considèrent que c'est un régime épatant. Ouais. D'abord, il y a des aveux massifs de la part de la population qui ne vote plus, des aveux massifs de la part des élites qui ne veulent plus du peuple et qui fait en sorte de l'éliminer le plus possible. On dit aussi que les bons, ils font plus de politique. Hein. Bah, on dit aussi que les bons, ils font des affaires ou de l'humanitaire. Oui, bah, En ils gros. en font autrement. Bah, par exemple, du côté de Sainte-Soline, en faisant en sorte de semer le barouf, et ce qui sera sans doute un moyen politique extrêmement efficace. Autrement dit, là, on est plus de 60 ans après la naissance de la Ve République. L'action politique est devenue violente et il est parfaitement légitime qu'elle le soit de la part des partis les plus en pointe. Le peuple a massivement déserté les urnes, autrement dit aucune légitimité démocratique à aucune élection. Les partis ont été installés au fur et à mesure des différentes réformes constitutionnelles comme le seul moyen d'expression démocratique, avec comme principal effet qu'il y a deux partis qui heureusement sont devenus zombies, le PS et les différents avatars de l'UDF qui se présentent être des partis du gouvernement comme si tous les autres en fait n'avaient pas droit à la parole et n'avaient pas fonction à exister Et pour arriver un jour au pouvoir. aucune culture de la coalition, alors qu'en fait, dans les 3/4 des autres pays démocratiques, c'est cette culture qui existe. Vraiment, c'est un régime pourri qui a été fondé par un homme qui avait comme seul mérite de croire à la France. Et aujourd'hui, qu'il a fondé ce régime présidentiel, c'est dirigé par un crétin qui n'a comme seul mérite à ses propres yeux, que de n'absolument pas croire à la France et même de la détester et de vouloir vendre en permanence le pays à l'Union européenne. C'est une catastrophe. Laurent Arthur Duplessis. D'une part, l'abstentionnisme électoral dépasse très largement la question constitutionnelle. Il est réservé à tout l'Occident, l'abstentionnisme C'est électoral. quelques arguments de mauvaise foi. Oui, voilà. Deuxième chose, quand un parti commence à se rapprocher de la masse critique, c'est le cas du Rassemblement national qui a 89 députés, il commence à s'approcher du seuil où il pourra profiter justement du scrutin majoritaire et devenir un parti de gouvernement. Et d'autre part... Ça, c'était ma thèse sur une sorte de chambre d'attente, montée en compétence pour pouvoir arriver au pouvoir. Et puis aussi parce que l'opinion publique commence à bouillir de plus en plus Bien sûr. à cause de la guerre civile qui a commencé. Elle a commencé en France, la guerre civile. Et d'autre part, il faut considérer qu'il y a une procédure référendaire à utiliser. Le général de Gaulle l'a utilisé, il est parti là-dessus, mais plus personne ensuite se sert du référendum. Or, la Constitution de la Ve République avait vu dans le référendum aussi une soupape de sécurité. Ça fait partie des 5 points qui devraient être abordés, si on croit les promesses auxquelles Jean-Pierre doute, par Emmanuel Macron à partir de janvier. Hein, un droit à référendum, consultation. Je partage la critique d'Emmanuel Macron, qui est un agent du mondialisme, qui a des feuilles de Vous route. doutez sur le fait que Non, mais ça lui, bouge. c'est un ectoplasme, c'est un zombie politique qui ne C'est vit- quand même, on dit aussi que le président de la France est l'homme politique qui a le plus de pouvoir au monde, si sans doute on exclut Non, mais c'est pour Poutine ça, et quand cet homme politique est mondialiste, effectivement, la Constitution... L'ectoplasme qui a beaucoup de pouvoir, c'est embêtant. Non, mais ectoplasme dans le sens qu'il est manipulé par des intérêts de Washington, de l'Union européenne, qu'il est tenu, il est archi-tenu, Macron, par des dossiers concernant ses comptes en banque, concernant ses bakchiches, etc. Il est archi-tenu, Macron. Et, Ouais, alors bon, je crois qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. La Ve République... vous reprochez Oui, à en Richard partie, de Sèze. alors, bon, il y a du bon et du mauvais, hein, dans mon opinion, dans ce qu'il raconte.
raconte. Bon, il faut pas jeter avec le bébé avec l'eau du bain. Il y a une vertu essentielle. Une décoration au passage. Il y a une vertu essentielle. Une claque, une caresse. Une vertu essentielle à la Ve République, c'est que c'est un régime qui est capable d'intégrer les situations de crise. Il y a l'article 16, il y a le fait justement que le mode de scrutin... L'article 16, c'est quoi ? C'est ce qui permet, en cas de difficultés graves pour le fonctionnement des institutions ou de péril grave pour la nation, voilà, une sorte d'état d'urgence codifié, mais même qui permet de sortir du fonctionnement, qui permet de sortir du fonctionnement normal des institutions sous réserve du contrôle du Parlement pour une certaine durée, etc. Mais ça, c'est la première fois que ça avait été vraiment codifié dans la Constitution. Même chose avec le mode de scrutin, donc majoritaire à 2 tours, c'est quelque chose qui est censé à la fois permettre le débat, mais assurer des majorités stables. 49.3, ça a sa vertu aussi, parce que ça veut dire, bon, les petits gars, avant de dire non à un texte, eh ben, montrez-nous que vous êtes capable de dire oui. Ça rejoint une philosophie même des dispositions constitutionnelles allemandes, où il faut une majorité de substitution, si on veut parfois renverser le gouvernement. Donc tout ça n'est pas une mauvaise chose. Là où je rejoins en partie ce qui est dit, mais je crois que notre ami n'a pas tiré Richard de Sèze forcément les bonnes conclusions, c'est que c'est précisément parce qu'il y avait cette composante populaire que voulait De Gaulle, avec le référendum en particulier, qui a été complètement délaissé par les soi-disant élites, c'est précisément parce qu'il y avait cette composante populaire qui gêne finalement les soi-disant élites aujourd'hui en France, que la Ve République aujourd'hui dysfonctionne. Comment est-ce qu'ils ont contourné cette composante populaire que voulait De Gaulle ? En laissant tomber complètement le référendum dont les résultats leur échappe, ils l'ont vu en 2005 avec l'Union européenne, et en transférant par petits bouts, de manière subreptice, la souveraineté de plus en plus à une superstructure à Bruxelles et Francfort. Et on le voit d'ailleurs, moi, ce qui me stupéfait, ce qui me sidère... de la Banque centrale et du Parlement européen, okay. Et puis même de la Commission surtout. Ouais. Là, on a eu le transfert de la politique sans débat, sans véritable vote des Français, sans véritable information de l'opinion, de la politique en matière de santé sur l'histoire du Covid. C'est la Commission européenne qui a décidé tout, avec Van der Leyen, qui a commandé des centaines de millions de doses, etc. On voit donc la politique économique... En fait, ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas assez de cinquième. Mais c'est pas ça, c'est que en fait, par peur du peuple, la soi-disant élite a contourné les institutions même de la Ve pour transférer ça à Bruxelles et Francfort, et on le voit avec la crise ukrainienne où on n'a pas été consulté, le Parlement n'est pas consulté, les Français n'ont pas leur mot à dire sur les conneries de Macron qui va prétendre qu'il va renforcer le soutien à l'Ukraine contre la Russie. Mais enfin, c'est un système dément. Il contourne la Ve République parce qu'il y avait une dimension populaire dans la Ve République qui leur fait peur. Alors, Richard de Sèze, est-ce que vous voulez une sorte de petit droit de réponse de 30 secondes ou on conclut ? Non. Le vrai problème de la Ve République, c'est que le peuple est d'emblée éliminé, puisqu'on parle d'un transfert de souveraineté dans une seule personne qui est censée l'incarner. Ça ne marche pas. La souveraineté, elle ne peut pas être déléguée de cette manière-là. Il est parfaitement logique, et même dans l'esprit de la Constitution, que le référendum ait été peu à peu éliminé, et tous les constitutionnalistes qui siègent au droit constitutionnel ne font que renforcer ça. Le vrai problème, c'est la manière dont la Ve République est en train de vendre la France à l'Union européenne, avec une transcription obligatoire de toutes les directives européennes à l'intérieur des lois françaises. Nous avons perdu notre pouvoir législatif, c'est la Ve République qui l'a permis. Ouais. Allez, c'est le mot de la fin. On a encore un petit peu débordé. Et on se retrouve dans quelques secondes pour les caricatures et dessins d'Ignace. À tout de suite. Merci beaucoup Ignace, comme d'habitude vous êtes pertinent. Alors le premier dessin, c'est Laurent Arthur Duplessis, à qui vous avez fait quand même des cheveux très très jaunes, alors qu'ils blanchissent quand même. Allez, Laurent Arthur Duplessis à propos du Brésil, ils sont très religieux, Bolsonaro fait de l'évangélisme et Lula de l'angélisme. Très bien, c'est tout à fait ça. Allez, c'est pour vous, je vous la donne. Allez, on va chercher les caricatures, Richard de Sèze. Richard de Sèze et les 60 ans de la République, à la retraite, la gueuse. Oui, c'est ça, gueuse senior. Excellent. Alors, Jean-Pierre Colombiès, qui a une vraie tête de premier de la classe. Là, pour la Ve République, je parlerai presque de politico-terrorisme. Très bien, merci Jean-Pierre. Elle est à vous.
Allez, il vous a oublié, Federbush. Il vous connaît trop bien. À plus de 60 ans, on parle de la 5e avec Marianne, qui est très très jolie. On voit qu'elle a l'air bien fatiguée. À plus de 60 ans, elle plaît toujours. Je crois que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux là aujourd'hui. J'aimerais bien la récupérer. Macron, vous l'aurez. Macron qui dit maman, maman. Excellent. Il est bon, ce Ignace. 49,1% pour Bolsonaro. Il concède sa défaite à demi-mot. Normal, c'est une demi-défaite. Ouais, ok. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Ignace. Écoutez, comme d'habitude, on finit dans les rires. Mais il y a du fond. Et on se retrouve dans 15 jours. Ça aura bien bougé. Et on en parlera. À très vite. Donc, au revoir.